Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur TV Sud pour le journal et dans les titres de ce vendredi 16 octobre. Il y a Noël pour les élus de la ville de Montpellier, ça veut dire un premier conseil municipal dans une mairie flambant neuve. Il avait lieu cet après-midi, ambiance et réaction avant d'entrer dans la nouvelle salle du conseil. Et puis les vacances de Noël commencent bien ce soir et dans les stations de ski, on cherche à attirer les Languedociens, une bataille qui se joue entre les Alpes et les Pyrénées. Dans ce journal, vous découvrirez le duel commercial entre Montgenèvre et Font-Romeu. Enfin, dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Franz Liszt, le musée des Beaux-Arts de Nîmes présente une expo temporaire autour du portrait du pianiste lorsqu'il était enfant. Une œuvre unique pour une expo qui illustre l'histoire du musicien avec la ville de Nîmes à découvrir à la fin de cette édition. Une ambiance de rentrée des classes le jour des vacances scolaires. Ça n'est pas commun, mais quand les élus de la ville de Montpellier se réunissent pour la première fois dans leurs nouveaux locaux à l'occasion du dernier conseil municipal de l'année, ça donne forcément des réactions. Ambiance juste avant la séance à la nouvelle mairie de Montpellier, Olivier Brachard. Plus d'un mois après son ouverture, l'hôtel de ville est le théâtre de son premier conseil municipal. Un lieu où les débats des 61 élus sont parfois très enlevés. L'opposition se réjouit de siéger dans une salle plus moderne que la précédente, où elle a eu parfois le sentiment de ne pas être assez entendue. Comme je disais jusqu'à présent, on n'avait pas de micro, donc il fallait qu'on attende gentiment le micro pour pouvoir s'exprimer. Là, je pense que ce coup-ci, on aura accès à des micros et pouvoir s'exprimer librement. C'est le rôle de la démocratie, c'est le rôle aussi des élus de l'opposition de pouvoir s'exprimer sur tous les dossiers municipaux. Bonjour Monsieur Sorel. Bien. Non, ça va pas Morales. Non, Morales, excusez-moi. Bon, je suis sacrifié comme lui, mais bon. Donc vous allez à la salle du conseil. Voilà, exactement. Très bien. C'est un nouveau cadre qui sera certainement plus agréable d'un point de vue du confort, mais de l'acoustique, et j'espère plus serein pour un travail de séance qui permette l'écoute les uns des autres. Les élus de l'EMP sont rassurés, ils sont placés au premier rang. La séance est ouverte. Nous sommes tous conscients qu'aujourd'hui, c'est un conseil municipal qui n'est pas comme les anciens. C'est parti pour 4 à 5 heures de conseil. L'objectif, se mettre d'accord sur les 441 millions d'euros prévus pour le budget 2012 de la ville de Montpellier. Voilà, et dans le public de ce premier conseil municipal de la nouvelle mairie, il y avait des parents d'élèves. Ils sont toujours en colère contre la décision de la mairie de Montpellier de rendre payante l'heure de garderie des enfants de maternelle de 17h45 à 18h45. Le tarif est minime de 17 centimes à 30 centimes d'euros. De l'heure selon les revenus. Mais le symbole est important pour les parents. On écoute l'un d'entre eux au micro d'Olivier Brachard. En fait, ce sont des lettres d'interpellation des élus parce que récemment, au dernier conseil municipal, ils ont décidé l'arrêt du service public gratuit pour l'accueil du soir pour les maternelles. Nous pensons que c'est une mesure qui est contre-productive, qui est une casse du service public de l'éducation. Et donc, du coup, on interpelle les élus pour qu'ils reviennent sur cette décision. C'est une cérémonie importante qui a eu lieu ce midi et qui lance la métamorphose de tout un quartier de Montpellier autour de la gare Saint-Roch. Premier chantier, la gare qui va consolider son rôle de plateforme d'échange en matière de transport en commun. Un lien qui va se développer entre les trains régionaux notamment et les trams ou les bus de Montpellier et du département de l'Hérault. Pour la nouvelle gare, elle-même, une grande verrière ira du pont de Latte au pont de Sète. Coût des travaux, 56 millions d'euros, dont 38 millions financés par les collectivités locales. On écoute les présidents de l'Agglo et de la région ainsi qu'une responsable de la SNCF au micro d'Olivier Brachard. C'est une gare qui était congestionnée, qui était également un élément un peu de césure dans la ville. Et c'est une gare qui avait besoin également de s'ouvrir, de par aussi les autres équipements de déplacement de population qui sont en place, et notamment les 4 lignes de tramway qui vont voir traverser l'équivalent de 350 000 personnes autour et sur les parvis de la gare. Il s'agit de donner de l'air. Sans quoi il y aurait asphyxie, et s'il y a asphyxie, la capitale joue plus son jeu. Elle est très originale parce qu'elle s'inscrit dans le patrimoine montpelliérain du XXIe siècle. En particulier, on s'est inspiré finalement de la tradition catalane des Ramblas. C'est vraiment une promenade urbaine qui vient prendre place dans le tissu urbain de Montpellier, qui est un tissu urbain par ailleurs de très grande qualité. La nouvelle carte des intercommunalités du Gard a été dévoilée hier soir en préfecture. Le département passe donc de 31 à 19 intercommunalités avec des regroupements de communautés de communes. Et au final, 3 agglomérations, Nîmes, Le Grand Alès et Bagnols-sur-Cèze. Un redécoupage qui a été riche en débats pendant 4 jours avec bien sûr quelques couacs. Explication Franck Chassagnon.
La nouvelle carte de l'intercommunalité a été dévoilée hier soir après 4 réunions de la CDCI, la commission départementale de la coopération intercommunale. Le nouveau schéma gardois proposé par le préfet a reçu un avis favorable, 36 voix pour sur 44. Nous ne sommes pas dans une problématique gardoise et uniquement gardoise comme si nous étions sur une île. Nous sommes en compétition avec des territoires voisins, de l'Hérault, du Vaucluse, de l'Ardèche, des Bouches-du-Rhône. Et par conséquent, il faut que nous soyons attractifs pour tous ceux qui souhaitent s'installer, que ce soit des chefs d'entreprise, des artisans, voire des particuliers. Il faut que nous soyons attractifs. Et cette attractivité, elle repose sur des territoires cohérents, dynamiques, ayant une vision d'avenir. Du coup, de 31 intercommunalités, le Gard en comptera seulement 19, 17 communautés de communes et 3 agglomérations, Nîmes, Alès et la toute nouvelle Bagnols-sur-Cèze. Des territoires plus grands donc, mais qui ne font pas l'unanimité, notamment au nord du département. Certaines communes autour d'Anduze ne souhaitent pas intégrer la grande agglomération d'Alès. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve forcé à intégrer une intercommunalité qui est refusée par une majorité. Donc c'est plutôt ça, c'est l'intercommunalité forcée qui est inquiétante aujourd'hui. C'est aussi qu'on repousse cette échéance-là, au moins aux élections municipales de 2014, et que ça soit réellement un enjeu politique et un enjeu d'aménagement du territoire, et qui se fasse avec la population surtout. Oui, mais voilà, le préfet n'est pas décidé à revoir sa copie. C'est un combat derrière-garde qui est conduit. Je ne l'ai pas compris et je ne le comprends pas, car en réalité, quand on va à Saint-Sébastien-des-Grefeuilles, quand on va à Massiac-Catuèche, on voit bien qu'on est à proximité d'Alès, qu'on est dans l'aire d'influence d'Alès, et j'ai toujours pensé qu'il valait mieux venir s'asseoir à la table de discussion pour parler avec ses collègues des réalités d'un territoire que l'on partage, plutôt que de rester en dehors, alors qu'en réalité, on est dans l'aire d'influence de l'entité la plus importante de proximité. De leur côté, les élus des petites communes autour d'Anduze ne comptent pas en rester là. Ils appellent à manifester ce dimanche à Anduze. Et on reste dans le Gard. Depuis hier, l'Assemblée départementale débat de son budget, un budget en hausse de 30 millions d'euros cette année pour 30 actions dans les domaines de la solidarité, de la jeunesse, du développement économique, de l'aménagement du territoire ou encore de l'environnement. On écoute le président socialiste du Conseil général du Gard ainsi qu'un élu UMP au micro de Franck Chassagnon. Sur un budget de 955,5 millions d'euros, l'opposition a voté contre pour 7,6 millions d'euros seulement. Ça veut dire que je suis un président comblé et heureux et que mon budget était très bon. Alors ils me disent que ma politique est désastreuse, mais ils votent le budget à 99,2%. Vous vous rendez compte, on ne peut pas voter un budget à 99% et puis dire la politique ne va pas. Parce que le budget, c'est l'acte principal de la politique que je conduis. On a été les 6 conseillers généraux UMP et Thierry Procida pour le nouveau centre. Nous avons voté contre pour diverses raisons. La première, contre parce que la majorité départementale propose une augmentation de 2,7% de l'imposition du Conseil général, ce qui engendre, et c'est notre deuxième raison qu'on vote contre, une baisse des investissements, notamment en matière de voirie où l'autorisation de programme baisse de 7 millions d'euros et une augmentation du fonctionnement. Ce n'est pas notre philosophie politique. Nous, on préfère augmenter l'investissement et baisser le fonctionnement. Donc, on s'est opposé à la volonté de la majorité départementale. Jeudi, nous vous parlions de la grogne des forains qui avaient paralysé les entrées de la ville d'Alès. Ils ne pouvaient pas s'installer sur certains emplacements qui étaient occupés par des marchands qui avaient installé eux-mêmes des structures. Eh bien, un accord a été trouvé. Sur les 5 emplacements qui posaient problème, les structures seront démontées et remontées après la fête foraine. Alpes ou Pyrénées, le cœur des amateurs de ski balance entre les deux massifs chaque hiver. De leur côté, les stations de montagne font tout pour attirer les vacanciers du Languedoc-Roussillon. Une bataille économique où chacun veut montrer ses atouts. Exemple sous forme de duel entre Montgenèvre dans les Alpes et la régionale Font-Romeu dans les Pyrénées. Pierre-Paul Castelli. Pour le skieur hérolté ou gardois, chaque hiver, le cœur balance. C'est soit les Pyrénées catalanes, plus proches et ses stations familiales, à la neige capricieuse, soit les Alpes, plutôt celles du sud, et ses stations plus grandes mais plus lointaines. Des opérateurs des deux massifs viennent donc draguer la clientèle locale, comme Font-Romeu la catalane ou encore Montgenèvre à la frontière italienne. Aujourd'hui, nous sommes à 4 heures
un petit peu moins de 4 heures de Montgenèvre. Montgenèvre, c'est un domaine skiable de 400 km de piste, où on skie de 1400 mètres à 3000 mètres d'altitude. C'est quand même pas rien, donc il est vrai qu'il était normal pour que nous vous apportions cette bonne nouvelle. Et pour les arguments, Pyrénéens et Alpins n'ont pas peur des paradoxes. Comme Montgenèvre parle authenticité, Font-Romeu joue la carte piste noire et snowpark. Montgenèvre est tout d'abord une station authentique, car notre village a été le site du premier concours international de ski en 1907. Dans les nouveautés, eh bien, il y a eu l'ouverture d'une nouvelle piste noire de 750 mètres de long sur le secteur de Pyrénées 2000, qui est la piste Giralt, donc une belle piste noire pour les férus. On a travaillé aussi l'offre du côté du snowpark sur le secteur de la Calme, avec de nouveaux modules et avec la mise en place d'un life park. C'est un concept unique qu'on a développé avec notre partenaire, donc c'est le DC Life Park de Font-Romeu Pyrénées 2000 qui ouvre et qui permettra à tout un chacun, rider notamment, de pouvoir filmer et récupérer ces évolutions prises par caméra mobile sur le snowpark. Les offres des stations ne s'arrêtent pas là. Ski de fond, luge, patinoire, spa, tout est bon désormais pour séduire une clientèle de plus en plus indécise. Alors avant de choisir, n'oubliez pas non plus Prapéro, la petite station Cévenol du Montégoal. Une petite station familiale. Une idée cadeau à 8 jours de Noël après la rénovation de la façade de la Maison Carrée qui s'est achevée il y a quelques mois. La ville de Nîmes lance un livre collector sur un des monuments symboles de la ville. 2000 ans d'histoire et d'images de la Maison Carrée dans un ouvrage à découvrir absolument. On écoute à ce sujet l'adjointe au maire déléguée à la culture au micro de Franck Chassagnon. L'ouvrage est à la fois un bel ensemble d'études intellectuelles et très pédagogique. Un ensemble d'iconographie ancienne peu vue, de très belles photos aussi. Cela constitue évidemment une somme sur ce monument emblématique du monde romain, du monde entier. Et on a l'immense chance qu'il soit au sud, comme TV Sud. Il est au sud, il est chez nous, on en est très fiers. C'est un ouvrage qui est techniquement très bien fait, c'est un bel objet, c'est un beau document, un document intelligent, culturel, esthétique, pédagogique. Donc je crois qu'il faut vraiment que ce bouquin soit sous le sapin, c'est impératif. Voilà, et après l'idée cadeau, une idée sortie, c'est l'habitude au musée des Beaux-Arts de Nîmes, une exposition temporaire met l'accent sur une œuvre des collections du musée. Elle est alors mise en valeur et en perspective. Cette fois, il s'agit du seul portrait du célèbre pianiste Franz Liszt lorsqu'il avait 15 ans, une œuvre point de départ d'une expo qui retrace l'histoire commune du musicien avec la ville de Nîmes. Visite guidée, Nicolas Pinchino. C'est en 1826 que le jeune pianiste Franz Liszt est venu à Nîmes la première fois. Déjà considéré comme le nouveau Mozart, il vint pour 2 représentations dans la capitale gardoise. Il effectuera également plusieurs représentations privées. C'est au cours de cette visite que le peintre nîmois Jean Vigneault réalisera sans doute le premier portrait représentant le jeune virtuose. Il a alors tout juste 15 ans. Depuis la fin du 19e siècle, le musée des Beaux-Arts possède dans ses collections le portrait de Liszt enfant, qui est un portrait tout à fait unique, puisqu'effectivement il représente le jeune musicien âgé de 15 ans quand il se promenait dans des tournées comme un enfant star pratiquement. On sait qu'en 26, il a fait un concert au Grand Théâtre de Nîmes et un concert à l'Hôtel de Ville. Mais il a aussi été invité par les Crémieux, Adolphe Crémieux, qui était alors jeune avocat à Nîmes, au barreau de Nîmes, qui ensuite a été appelé à Paris, est devenu ministre et a effectué une très brillante carrière nationale. A accueilli, surtout sa femme qui était musicienne, ils ont accueilli pour 2 concerts privés Liszt dans leur hôtel particulier. L'activité musicale à Nîmes était très intense et toutes ces collections nous permettent de, en quelque sorte, reconstituer l'idée d'un salon musical dans la première moitié du 19e siècle à Nîmes. Cette exposition est visible au musée des Beaux-Arts jusqu'au 22 janvier 2012. À l'occasion de votre visite, vous pourrez y découvrir également l'exposition permanente avec notamment les artistes italiens, voire même les redécouvrir puisqu'en effet, le musée vient de réaliser un nouvel éclairage qui offre un nouveau regard sur les œuvres exposées.
Voilà, jusqu'au 22 janvier au Musée des Beaux-Arts de Nîmes. Sport avec du mouvement au RCNG, le rugby club nîmois. Serge Sassolat redevient entraîneur à la place de Benjamin Bagat qui quitte le club. Une décision qui n'a pas été prise à cause des résultats du club. Selon le président du RCNG, le départ de Benjamin Bagat a été décidé en accord avec lui. Son départ semblait inéluctable. Je vous propose donc d'écouter le président du RCNG. C'était cet après-midi au micro d'Alain Belon. Serge qui est un ami, on l'avait écarté l'année dernière parce que Diomandé ne le voulait pas en tant qu'entraîneur à la place de notre ami Benjamin. Bon, il revient avec grand plaisir. C'est un peu la roue de secours du rugby nîmois, mais c'est une bonne roue de secours, croyez-moi. L'équipe, je les ai rencontrés hier soir, je leur ai mis, disons, un peu l'ultimatum. Bon, ils ont voulu du changement, le changement il a lieu, on a tout fait pour eux. Autant sur le plan sportif que financier, c'est le cas de le dire. Alors maintenant à eux de prouver dimanche qu'ils ont un peu les machines bien accrochées, comme on dit. Et sur le plan sportif, le RCNG se déplace à Château-Renard dimanche, coup d'envoi 15h. Et puis rugby toujours, le MHR continue son parcours en H-Cup en recevant Glasgow. Samedi, c'est à 16h40 à Yves-du-Manoir. Un mot de foot, le MHSC, toujours leader de Ligue 1, reçoit Toulouse à la Mosson samedi à 19h. Et puis handball avec les Nîmoises du HBCN qui connaissent leur adversaire pour la Coupe de France. Le tirage a eu lieu, il a désigné Toulon pour les 8e de finale. La rencontre est prévu pour le moment le week-end du 7 et 8 janvier à Nîmes, donc HBCN Toulon. Enfin, on a appris toujours en handball que le mondial de hand aura lieu en France en 2017 avec, on peut l'imaginer, des matchs à l'Arena. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez retrouver ce journal et nos émissions sur notre site internet tvsud.fr. Prochain rendez-vous avec l'actu lundi 12h30. Passez un excellent week-end sur TV Sud.